Donc pour votre, donc c'est l'odontologie pédiatrique, cinquième année. Donc en introduction, on va dire que en matière de santé bucco-dentaire, les messages de prévention et d'éducation à la santé relèvent principalement de l'acquisition de bons comportements d'hygiène individuelle afin de prévenir les maladies carieuses et les maladies parodontales. Donc, si vous voulez, c'est pour prévenir une maladie parodontale, c'est le contrôle du comportement. Donc, c'est l'acquisition d'un bon comportement individuel. C'est la personne elle-même qui, donc, on doit contribuer à rendre la personne elle-même consciente de sa maladie et consciente de l'acquisition de ces bons comportements pour justement prévenir cette maladie parodontale. Donc, on doit expliquer aux patients ou aux individus quel est l'impact de son comportement actuel et quel serait l'impact s'il change de comportement. Et donc, on met en évidence pour la maladie parodontale comme pour la maladie carieuse. On va parler surtout de l'hygiène bucco-dentaire. Donc, on va mettre en avant la mauvaise hygiène, l'impact de la mauvaise hygiène sur la santé parodontale et on va axer notre prévention sur ça. Donc, on va mettre en évidence les conséquences de cette mauvaise hygiène et si le patient acquiert un bon comportement d'hygiène individuelle, quel serait le résultat après? Donc, stabilité de la maladie parodontale, disparition de saignement, disparition de l'inflammation, etc. Donc, en gros, la prévention, c'est ça. Donc, ça passe par l'acquisition d'un bon comportement d'hygiène individuelle. Donc, ceci s'acquiert dès le plus jeune âge par le biais des parents. Donc, les premières personnes ou le premier informateur ou le premier enseignant en termes de prévention seraient les parents. Donc, et ce comportement se conserve et s'adapte à chaque âge et à chaque situation de santé. Donc, tout au long de ce cours, on va voir les différentes situations où on peut faire de la prévention et chez qui et comment. Alors, euh, j'entends du bruit. Donc, ceux qui ont activé leur micro, s'il vous plaît, désactivez-les. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc, que signifie la prévention? En fait, c'est l'ensemble des mesures mises en œuvre pour empêcher l'installation, le développement ou l'aggravation d'une maladie. Donc, ça dépend. Donc, ça, c'est en termes généraux, ce qu'est la prévention. Donc, c'est une mesure. Donc, ou bien pour empêcher une maladie à s'installer, ou bien empêcher une maladie déjà installée de se développer, ou bien une maladie développée de s'aggraver. D'accord? Donc, ça dépend à quel stade de prévention on est. Euh, En médecine dentaire, par contre, enfin, pas par contre, mais ça suit un petit peu la définition générale. Donc, la prévention représente un programme de coopération entre le médecin dentiste, son personnel auxiliaire et le patient en vue de la préservation de la santé parodontale. Donc, il y a des acteurs et il y a plusieurs acteurs. Donc, il y a ceux qui enseignent la prévention et il y a celui qui l'applique. Donc, celui qui l'applique, c'est le patient et ceux qui la, et ceux par auxiliaire, on sous-entend donc l'assistante dentaire. Voilà, c'est l'assistante dentaire, l'assistant médical, etc. Des programmes de prévention en médecine dentaire, donc qui vont relier les trois, le médecin dentiste et les auxiliaires, avec leurs patients. Donc, dans le but de préserver justement la santé bucco-dentaire.
ensuite, après la définition, on va voir les objectifs de la prévention. Donc, la prévention, comme on a dit, elle a un objectif. L'objectif majeur, c'est de maintenir une santé bucco-dentaire. Ensuite, il y a d'autres objectifs qu'on va évoquer tout de suite. Donc, diagnostiquer précocement les maladies asymptomatiques. Donc, par exemple, en cas de présence de gingivite, mais qui n'est pas encore au stade où il y a le saignement, où il y a un saignement important, un saignement spontané. Donc, parfois, les patients passent, ça passe inaperçu chez eux, malgré qu'ils ont une mauvaise hygiène, ils n'arrivent pas, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une gingivite. Donc, à ce moment-là, on a notre rôle de prévenir, de rendre nos patients conscients de leur état de santé bucco-dentaire. On a aussi d'autres symptômes, par exemple, les maladies asymptomatiques, ce sont par exemple les leucoplasies. Bon, il y a des symptômes, bien sûr, on voit ce changement d'aspect de la muqueuse, etc. Mais les patients sont souvent inconscients, ils ne savent pas. Un patient qui consomme, par exemple, le tabac à chiquer, il ne voit pas en dessous de sa lèvre ce qui se passe. Donc, il ne voit pas ce changement d'aspect. Souvent, et puis, c'est une lésion qui ne fait pas mal, qui n'est pas douloureuse. Donc, le patient ne sait pas et ne se rend même pas compte qu'il a une lésion précancéreuse. Donc, notre rôle aussi, donc, c'est de diagnostiquer précocement ce genre de maladie et donc de les prévenir. Dépister les sujets à risque. Donc, mettre en œuvre les manœuvres contraignantes possibles pour éviter la formation du biofilm bactérien et avoir un coût économique supportable par le plus grand nombre des sujets. Donc là, jusque-là, c'est clair. Donc ça, c'était les objectifs. Maintenant, on va voir les différents acteurs de la prévention. Qui est en mesure de pratiquer cette prévention? Donc, tous les professionnels de la santé sont concernés par cette prévention, que ce soit le médecin dentiste, la sage-femme, le pédiatre, l'infirmière, le pharmacien, le médecin de travail. Toute personne impliquée dans la profession de la santé a pour rôle donc de conseiller, d'orienter et voilà, de jouer un rôle clé dans la prévention donc bucco-dentaire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'une assistante? Donc, parmi ce personnel qui va jouer un rôle dans la prévention, on retrouve l'assistante dentaire. Donc, qui est cette assistante dentaire? En fait, c'est le bras droit du praticien, du dentiste. Donc, son rôle, donc elle est appelée aussi auxiliaire du médecin dentiste. Donc, auxiliaire, ça veut dire que c'est une personne, c'est l'extension du médecin dentiste, si vous voulez. Donc, c'est la personne qui va compléter le médecin dentiste. Donc, le médecin dentiste fait un soin, mais tout ce qui se passe autour, c'est l'assistante dentaire. Donc, elle va préparer le plateau technique, le matériel, elle va faire l'aide opératoire au praticien, elle fera donc l'instrumentation, mais avant ça, avant d'arriver à l'acte, c'est le rôle de l'assistante dentaire d'accueillir les patients au cabinet dentaire. Et donc, ça sera la première personne qu'un patient va voir. Et du coup, elle a un rôle très important dans la prévention. Donc, elle a d'emblée, bon, chez nous, en général, l'assistante dentaire, son rôle se limite à prendre des rendez-vous et à stériliser le matériel. Mais en fait, non. L'assistante dentaire, en fait, c'est elle qui crée le dossier du malade. Donc, déjà à l'entrée, elle accueille le malade, elle prend ses renseignements. Après, elle lui demande son motif de consultation. Elle peut jouer un rôle dans la prévention en lui proposant des méthodes de brossage, en lui expliquant les effets de la mauvaise hygiène bucco-dentaire sur sa santé parodontale et sur ses dents, etc. Donc, elle a en fait un rôle clé et ça doit commencer dès l'accueil du patient. Donc, ça, on a déjà dit. Donc, l'assistante dentaire, elle est certifiée, donc elle est diplômée, donc elle a un certificat. Chez nous, heureusement, il y a 3 ans
que cette formation a commencé à exister dans les centres de formation professionnelle. Et donc, on a maintenant des assistantes dentaires qualifiées, diplômées, et donc qui peuvent jouer le rôle complet, mais pas comme c'était avant. Je vous l'ai dit auparavant, ça c'est le rôle de l'assistant dentaire, se limiter à prendre des rendez-vous, à stériliser le matériel et puis c'est tout. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, on a donc des assistants dentaires qui sont formés et donc à partir de là, l'assistant dentaire, dorénavant, va jouer un rôle clé dans la prévention. Donc, je vous ai dit que son rôle commence par l'accueil du malade, le recueillement de ses informations personnelles, etc. Donc, l'établissement du dossier de malade. Donc, elle va recueillir ses données administratives, etc., mais aussi son motif de consultation. On va lui demander pourquoi venez-vous, monsieur. S'il évoque un saignement, etc., elle peut aborder déjà le volet de la prévention en lui expliquant qu'un saignement gingival ne peut pas apparaître seul si on n'a pas une mauvaise hygiène. Et une mauvaise hygiène a ses conséquences elle a ses conséquences sur la santé bucco-dentaire. Et voilà, donc elle va amorcer un petit peu la prévention primaire par cette méthode-là. Donc maintenant, comment est classée la prévention? Donc la prévention, elle est classée en trois volets. Il y a la prévention primaire, comme on l'a dit en introduction, on avait dit que la prévention avait pour but soit pour éviter l'apparition d'une maladie, soit stopper son développement, soit éviter, si elle est développée, éviter qu'elle ne s'aggrave. Donc, la prévention primaire, elle va viser à éviter dès le départ l'apparition de la maladie. Ça veut dire qu'il n'y a pas maladie, mais on va mettre en œuvre des mesures pour qu'elle n'apparaisse pas. D'accord? Par exemple, ça se fait surtout chez les enfants, etc., donc qui n'ont pas encore de maladies parodontales ou carieuses. On va leur dire, si tu ne te brosses pas, si tu ne te brosses pas les dents, tu vas développer des caries et ta gencive va commencer à saigner. Or, que lui n'a pas ces signes-là. Mais on va lui dire que si tu ne te brosses pas les dents, tu vas avoir ça et ça. Donc, ça, c'est une prévention primaire. Lui n'a pas encore cette pathologie, le patient n'a pas encore cette pathologie, mais nous, on lui enseigne des mesures qui lui permettent d'éviter justement l'apparition de cette maladie. Ensuite, il y a la prévention secondaire. Donc, c'est l'ensemble des stratégies mises en œuvre lors de la maladie, lorsque la maladie est établie pour arrêter sa progression. Par exemple, le malade il a déjà une gingivite ou une parodontite. Donc là, on a pour rôle de stopper sa maladie et de prévenir sa récidive. C'est-à-dire, on va lui dire que monsieur ou madame, vous avez une parodontite et vous avez une gingivite, on va la traiter. Mais voici les mesures que vous devez prendre, vous, pour que cette maladie se stabilise et ne revienne plus. Donc, ça, c'est la prévention secondaire. Concernant la prévention tertiaire, c'est l'ensemble de stratégies qui s'appliquent à limiter et corriger les destructions tissulaires en parallèle de la progression de la maladie. Donc là, on va corriger ce qui a été détruit. Donc là, on rentre dans la prévention tertiaire. Donc, si vous avez bien saisi les trois types de prévention, on va dire que le rôle de l'assistante dentaire réside en fait dans la prévention primaire. Donc, qui va viser à rendre conscient le patient, donc c'est-à-dire apprendre aux patients les mesures pour éviter qu'une maladie apparaisse. Elle peut avoir aussi un rôle dans la prévention secondaire et tertiaire. Donc, on va commencer par la prévention primaire.
comprends pas ce qui se passe. Donc, elle consiste à renforcer le terrain et à supprimer les facteurs étiologiques possibles. Donc, on va motiver notre patient à l'hygiène. On va, par exemple, éliminer les facteurs étiologiques qui peuvent être source d'accumulation de biofilms. Par exemple, si un petit patient notre petit patient présente des malpositions dentaires, on va lui enseigner d'abord on va lui enseigner les mesures d'hygiène. Ensuite, on va lui dire que la cause de ta maladie parodontale, c'est aussi les malpositions. Donc, on va essayer de l'orienter vers un traitement ortho pour éviter justement ce facteur étiologique. Donc, tout au long de cette prévention primaire, nous allons effectuer en fait une motivation. Nous allons motiver le patient. Donc, motiver le patient, c'est lui donner des motifs profonds de changer sa conduite par des explications convaincantes. Donc là, il faut avoir une discussion avec votre patient. Il faut lui inculquer et le convaincre de changer de comportement. Donc, comme on a dit au début, il faut qu'il acquiert ce comportement positif qui va dans le sens d'une bonne santé bucco-dentaire, si vous voulez. Donc, cette motivation va passer par le brossage, qui est l'élimination mécanique des résidus alimentaires et du biofilm bactérien, donc sur toutes les faces des dents. Donc, il se fait par le biais d'une brosse à dents. Elle peut être manuelle ou électrique. Donc, les brosses à dents manuelles, comme vous voyez sur les photos, il y a une multitude. Donc, vous conseillez la, la brosse à dents qui est adéquate pour votre patient. Donc, il existe 5 types de brosses à dents manuelles. Donc, il y a l'extra souple qui est réservé pour les nourrissons. Il y a la souple qui est réservée pour les gencives ou dents sensibles ou en post-opératoire. La médium qui est la plus recommandée pour tous et surtout lorsque la gencive est épaisse. À noter ici que lorsque la gencive est fine, lorsqu'on a un biotype parodontal fin, on choisit, donc on préconise l'utilisation d'une brosse à dents souple. Il y a la brosse dure et extra dure qui sont exclusivement réservées à la prothèse, donc aux prothèses. Donc, les critères de qualité d'une brosse à dents, donc, ils ont été définis lors du workshop européen comme suit. Donc, elles doivent avoir une taille adaptée à l'âge du patient et à sa dextérité, avoir une taille adaptée à la bouche du patient, avoir des poils en nylon ou polyester dont les pointes sont arrondies, avoir une douceur de poils compatible avec les normes internationales et avoir des extrémités de poils favorisant l'élimination de la plaque dentaire. Ensuite, on a la brosse à dents électrique. Donc, il a toujours été admis qu'une brosse à dents électrique n'est pas réservée pour les jeunes, mais pour les vieux. Mais bon, actuellement, la brosse à dents électrique est utilisée par pratiquement tout le monde, de vieux, jeunes. Mais initialement, elle a été conçue pour être utilisée donc, chez les enfants qui ne savent pas encore trop se brosser les dents. Donc, un enfant, il doit être toujours accompagné par ses parents jusqu'à l'âge de 7 ans. Un enfant ne doit pas se brosser les dents seul, il doit être assisté par ses parents. Donc, soit c'est eux qui font les mouvements, soit ils l'assistent en lui montrant comment, en le guidant, etc. On peut opter aussi pour la brosse à dents électrique chez cette catégorie-là, chez les enfants, puisque la brosse à dents électrique, elle fait les mouvements toute seule, il n'a qu'à juste la déplacer sur ses dents. Donc, initialement aussi, elle a été réservée pour les patients paresseux, peu habiles de leurs mains, comme ceux qui présentent des handicaps, etc. Il faut noter aussi que la brosse à dents électrique a prouvé sa supériorité par rapport à la brosse à dents manuelle. Donc ça, c'est la littérature qui le dit. La brosse à dents électrique élimine plus de plaques que la brosse à dents manuelle. Donc, l'entretien des brosses à dents, donc on doit conseiller d'abord une brosse à dents, donc qu'elle soit manuelle ou électrique. Ensuite, on doit donner des conseils à notre patient comment entretenir sa brosse à dents. Donc, la brosse à dents doit être changée tous les 3 mois éventuellement.
et donc même si elles semblent encore utilisables, car ces poils auront perdu leur efficacité. Donc ça, c'est une moyenne. Donc si elle est déformée, elle doit être changée. Si une couche blanchâtre apparaît au fond, en fait, c'est des dépôts de dentifrice mélangés à des bactéries. Donc, le nettoyage de la brosse est effectué après chaque usage. Elle est laissée 30 secondes sous l'eau chaude du robinet, puis essorée. Elle est stockée verticalement, tête en haut, à l'air libre. Donc, c'est comme ça qu'on stocke notre brosse à dents. Ensuite, après avoir conseillé une brosse à dents, puis on a enseigné à notre patient comment préserver sa brosse à dents, on va lui apprendre des techniques de brossage. Donc, beaucoup de nos patients utilisent fréquemment une brosse à dents, mais l'emploi mal. Il convient donc de leur présenter les déficiences de leur technique de brossage qui ne permet pas l'élimination complète du biofilm dentaire. Donc, nous avons plusieurs techniques. Il y a la technique horizontale, la technique verticale, la technique circulatoire, technique de basse modifiée, Stillman modifié, Charter, Solo, etc. Donc, on a quelques exemples ici. Par exemple, la technique de Charter, elle est conseillée pour les patients qui présentent des récessions. Donc, la technique est un peu compliquée. Actuellement, on préconise chez ces patients-là plus la technique du rouleau que cette technique. Donc, on va passer rapidement. On ne va pas détailler cela. Voilà. Donc, ça, c'est la technique de brossage de basse modifiée, pardon. Donc, la basse modifiée, elle consiste à mettre donc, la brosse à dents à 45 degrés par rapport à l'axe de la dent et on effectue des mouvements horizontaux, puis un mouvement vers la dent, donc de la gencive vers la dent qui termine. Donc le premier mouvement horizontal, donc il va déloger tous les débris et la plaque. Ensuite, le mouvement vertical qui suit après, donc c'est un mouvement qui va éliminer carrément tout ce qui a été délogé euh, par les mouvements, comment on a dit, horizontaux. Voilà, donc on va passer. Il y a donc cette méthode de brossage qui a largement été conseillée par l'UFSPD donc dès l'âge de 9 ans, qui s'appelle la méthode brosse. Donc B pour brosser bas et haut séparément. Donc on va brosser le maxillaire, l'arcade maxillaire et la mandibule séparément. Ensuite, on va utiliser une technique du rouleau ou mouvement rotatif pour brosser les dents. Donc, ça va faire un mouvement comme ça, circulatoire, rotatif. Donc, mais le mouvement doit commencer oblique à 45 degrés par rapport à la dent. Donc, il doit commencer à 45 degrés, puis ça remonte et ça fait des cercles et des rotations. Et aussi, le S, c'est pour suivre un trajet, donc faire le tour de toutes vos dents sans oublier le dessus. Donc, on fait un trajet face vestibulaire, face palatine ou linguale, ensuite les faces occlusales. Donc, c'est le trajet à suivre. Donc, c'est une méthode qui est assez efficace et facile à utiliser à réaliser par les patients. Ensuite, nous avons des adjuvants du brossage. Comme pour les brosses à dents, un nombre de plus en plus important de matériel nécessaire au nettoyage interdentaire a été élaboré. Donc, nous avons les fils interdentaires, les bâtonnets interdentaires, les brossettes, les brosses monotouffes. Les brosses monotouffes, donc c'est une panoplie d'adjuvants qu'on peut prescrire en plus de la brosse à dents et des méthodes de brossage que nous avons évoquées. Donc, nous avons aussi les hydropropulseurs, les chewing-gums sans sucre, les brosses égratoires à langue. Donc, on a en premier le fil, on va en parler. Donc, c'est un fil de soie interdentaire donc, que nous allons préconiser
Donc, dans les espaces interdentaires étroits. Donc, quand on a un espace interdentaire étroit, on va préconiser le fil interdentaire qui est un fil de soie et on va l'utiliser comme suit. Donc, il doit être enroulé entre les deux majeurs. On doit laisser une distance d'environ 10 millimètres entre les deux. Ensuite, à l'aide de l'index et du pouce, on va venir placer notre fil entre les dents et faire le tour, gratter la face mésiale, ensuite descendre vers le sommet de la papille et remonter par la face distale de la dent adjacente. Donc, c'est très simple et très simple à expliquer à nos patients. Ensuite, on a les brossettes interdentaires ou les bâtonnets. Donc, les bâtonnets, ils ne sont plus recommandés car ils ont un caractère, euh, un caractère traumatisant. Par contre, les brossettes interdentaires sont très recommandées dans les espaces interdentaires qui sont importants. Donc, lorsque vous jugez qu'une brosse à dents peut pénétrer, donc là, il ne faut plus prescrire un fil, mais plutôt une brossette interdentaire. Donc, les brossettes interdentaires possèdent plusieurs diamètres, donc allant de 0,6 mm jusqu'à 1,2. Donc, ça dépend de l'espace qui existe entre les dents. Ensuite, on a les gratte-langues. C'est très important d'utiliser un gratte-langue vu que la langue abrite un nombre très important de germes et une variété. Donc, il faut conseiller aussi un gratte-langue. Donc, il y a cette forme de U et qui, donc par des mouvements horizontaux au niveau de la langue, vient enchasser vient donc nettoyer toutes les bactéries et les germes au niveau de la face dorsale de la langue. Enfin, nous avons des programmes que nous pouvons suivre en prévention, donc qui sont décrits par séance. Donc, nous avons le programme national de motivation à l'éducation à l'hygiène bucco-dentaire selon Daniel Rosenqueig. Donc, son rôle principal est de ne jamais réaliser la motivation à l'hygiène bucco-dentaire en une seule séance. Donc, ça va se passer sur plusieurs séances et il n'y a pas mieux que la répétition. Donc, à chaque séance, on répète et on rabâche et ça donne des résultats. Donc, la répétition, en fait, c'est dans la psychologie de l'être humain. Il faut répéter que la personne, pour que l'information rentre dans la tête de la personne, en fait, si on peut expliquer ça comme ça. Donc, pendant la première séance, il faut apprécier la personnalité du patient et la première impression qu'il a. Donc, il ne faut pas le brusquer. Il faut d'abord, la première séance, on va s'en servir juste pour cerner le malade. La deuxième séance, on va lui prendre conscience, on va lui faire des démonstrations sur des modèles, etc., euh, pour lui expliquer, comment se brosser les dents et quel est l'impact de la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Pendant la troisième séance, on va réaliser une démonstration en bouche. Donc, on va lui demander de ramener sa brosse à dents et on va en bouche lui expliquer comment qu'il doit se brosser les dents. On peut avoir recours aussi à des vidéos. Donc, à la quatrième séance, on va réaliser des conseils diététiques. Donc, on va lui demander de diminuer l'ingestion des sucres, maintenir un régime alimentaire équilibré, entretenir un régime d'aliments fermes et durs, donc qui sont stimulateurs du parodonte et éviter les aliments sucrés et collants. Donc, on va conseiller dans certains cas la fluorothérapie lorsqu'on voit que c'est un patient qui présente des hypominéralisations, des caries du sillon, etc. Vous allez voir ça en OC. Donc, ces actions sont ralentir la synthèse des polysaccharides, reminéraliser l'émail et elle est active sur les enzymes bactériennes.
Donc, à quel âge on va commencer la prévention? En fait, la prévention va commencer dès le plus jeune âge, donc dès que le patient ou l'enfant commence à comprendre. Donc, dès son jeune âge, on va lui expliquer que avoir une alimentation, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire va prévenir l'apparition de caries et de maladies parodontales. Il faut lui inculquer aussi une hygiène alimentaire correcte. Donc, il faut éviter qu'il ingère trop d'aliments sucrés, trop de boissons. Il ne faut pas manger avant d'aller dormir. Il faut se brosser les dents avant d'aller dormir. Jamais dormir la bouche sale. Donc, éviter l'endormissement avec un biberon ou autre boisson que l'eau. Et si jamais il y a présence d'antécédents de cas, s'effectuer à tout âge. Donc, toute personne est concernée dès son jeune âge. Donc, à l'enfance, on va plus donc, rendre les enfants conscients sur les effets de la mauvaise hygiène sur leur denture et sur leur parodonte, et aussi sur donner des conseils diététiques et d'hygiène alimentaire. Donc, chez l'adolescent, ce qui change, c'est parfois l'apparition de certaines addictions comme le tabac, etc. Il y a aussi ce changement dans la vie de la personne qui fait qu'elle adopte des comportements alimentaires et aussi, parfois, l'adolescent n'est pas très coopérant par rapport à l'hygiène bucco-dentaire. Cette tranche d'âge est très sujette aussi à la prévention. Donc, il faut axer notre prévention chez eux sur la motivation à l'hygiène, adopter un bon comportement alimentaire alimentaire, et aussi la prévention du tabagisme et de certaines addictions. Donc, il faut aussi parler du tabac, des effets du tabac sur le parodonte, etc., sur la cavité buccale en général, chez cette tranche de personnes. Ensuite, on a les adultes. Les adultes, les adultes, c'est plutôt, c'est des personnes, surtout le jeune adulte, il rentre dans le monde du travail, il n'a plus le temps, donc il se délaisse, il ne se brosse plus les dents. Donc, ces gens-là aussi, cette tranche d'âge-là aussi, il faut la motiver à l'hygiène. Il faut lui conseiller, leur conseiller une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène bucco-dentaire en leur disant que malgré le travail, on peut prendre 5 minutes pour se brosser les dents. Ça ne fait de mal à personne. Donc, il faut les rendre conscients par rapport à ça. Les personnes âgées, donc, c'est des personnes qui sont porteuses souvent de prothèses. Donc, il faut aussi avoir une approche de prévention par rapport à ces gens-là. Donc, en leur donnant des conseils par rapport au nettoyage de à l'hygiène de leurs prothèses, à leur préservation, etc. Et aussi, chez ces personnes-là, il y a des personnes, donc les personnes âgées en général sont porteuses de maladies d'ordre général. Et donc, souvent, ce sont des maladies qui aggravent l'état parodontal. Donc, s'il y a une parodontite préexistante, donc on va leur expliquer ça aussi. Ça rentre dans la prévention primaire ou secondaire. Aussi, les personnes âgées ont moins de dextérité avec la brosse à dents manuelle. Donc, on va préconiser chez eux une brosse à dents électrique. Donc, chez ces personnes-là, la prévention passe
par ce genre de conseils. Ensuite, on a des cas spéciaux comme les patients handicapés. Donc, ça rentre dans le même cadre que les personnes âgées. Donc, on va leur conseiller une brosse à dents électrique. On va les rendre conscients de leur état parodontal. Et si c'est des patients donc dans le psychisme et dans le mental est compromis, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne comprennent pas. Donc, il faut expliquer à la personne qui les prend en charge qu'ils doivent, comme ils leur donnent à manger et à boire, ils doivent aussi leur nettoyer les dents, donc pour assurer une bonne hygiène bucco-dentaire, une bonne santé bucco-dentaire. Donc, durant la grossesse aussi, la grossesse, c'est une période donc, qui est physiologique, mais c'est une période où il y a un chamboulement hormonal chez la femme et ce changement hormonal va induire une exacerbation d'une inflammation si elle est existante. Et donc, chez ces patientes-là, la prévention est multipliée et donc, il faut insister sur l'hygiène bucco-dentaire chez ces patientes-là pour éviter justement l'apparition de gingivite gravidique, des pulices gravidiques, etc. Donc, il faut expliquer ça à nos patientes. Donc, les patients dans une situation précaire aussi, ils requièrent ils ont droit à l'information, même s'ils sont dans un état précaire, ils ont droit à l'information et ils ont droit à cette prévention. Donc, en conclusion, on va dire qu'aujourd'hui, grâce aux mesures de prévention, de plus en plus de personnes conservent leurs dents jusqu'à un âge avancé et les personnels de santé, et particulièrement les assistants dentaires, apportent aux patients des informations et des solutions en termes de motivation à l'hygiène bucco-dentaire pour garder des dents et des gencives saines. Donc, voilà, et je vous remercie pour votre attention. Donc,